moi je suis comédien au départ. Je suis passé à l'écriture en 2005. En fait, j'ai rencontré Isabelle Massot quand j'étais comédien au Festival des scénaristes. Et j'ai commencé à écrire des scénarios comme ça. Elle m'a dit, voilà, si tu veux revenir au festival, il faut que tu écrives des scénars. Donc j'ai écrit des scénars. J'ai eu le grand prix du marathon du court-métrage au Festival des scénaristes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric Jouve, mon producteur, et qui me suit depuis 2005, en fait. Voilà, c'est notre... Brûleur, c'est mon 3e court-métrage. J'ai fait une première fiction et un documentaire. Et voilà, donc Brûleur, c'est une fiction. Et je suis passé à l'écriture aussi parce que, en tant que comédien, j'ai fait beaucoup de théâtre, en fait. Et par contre, à l'image, on ne me proposait pas forcément toujours des rôles qui correspondaient, ou en tout cas qui exprimaient ce que j'avais envie d'exprimer moi. Et j'essaye par l'écriture de faire ça. Voilà, donc j'ai fait une première fiction plutôt poétique, plutôt onirique, un peu en pensant à Michel Gondry, un peu décalé. J'ai fait un documentaire sur ma famille qui se passe à moitié en France, à moitié en Algérie. Et Brûleur, mon nouveau court-métrage, c'est plutôt politique. Donc voilà, je suis un peu entre ces deux cinémas-là et j'ai un peu navigué dans mes courts-métrages entre ces deux cinémas-là, un cinéma un peu plus politique et un cinéma poétique, onirique. Voilà. En fait, moi j'ai eu l'idée de Brûleur en 2008 en réalisant le documentaire sur mon père, en fait, qui lui est venu en France en 62. Et je me suis posé la question de l'immigration d'aujourd'hui et des gens qui abandonnaient totalement leur pays, leur famille, leur village pour changer de pays, pour aller ailleurs, pour essayer de construire une vie ailleurs. Et partant de là, j'ai regardé sur Internet, justement, j'avais entendu parler des brûleurs, des immigrés d'Afrique du Nord principalement et d'Afrique subsaharienne qui vont vers l'Espagne, vers l'Italie, vers la France. Et ces jeunes qui traversent en barque, en fait, il y en avait certains qui s'étaient filmés avec des téléphones portables. Et en trouvant ces films sur YouTube, j'ai pensé à ça pendant 15 jours, 3 semaines, en fait, après avoir vu ces films. Je les ai revus, je sais pas, je les ai revus 15 fois, 20 fois, ces films. Et ce qui me troublait énormément, c'est qu'ils ils traversaient, donc ils risquaient leur vie. Ils étaient 20 sur une petite barque avec un moteur pourri. Ils avaient 9 chances sur 10 de tomber en panne au milieu de la Méditerranée. Et pourtant, ils étaient heureux. Il y en avait qui chantaient, ils souriaient, il y en avait qui dansaient sur les bateaux. Enfin, ça paraissait complètement incroyable, en fait, le décalage entre l'humeur et l'énergie qu'ils avaient. Et en fait, cette énergie due au fait qu'ils réalisaient leurs rêves, enfin, qu'enfin ils sortaient du marasme du pays qu'ils avaient quitté pour aller vers un Eldorado, eux, ils ont vraiment, je pense, le sentiment de réaliser quelque chose d'un rêve. Et quand j'ai décidé de faire une fiction à partir de ça, je me suis dit que ça ne pouvait être que un de ces personnages qui filmait lui-même, comme ces films que j'avais vus sur YouTube, où ils se filment avec des téléphones portables. Pour moi, il n'y avait que eux qui pouvaient raconter leur histoire. Je ne pouvais pas imaginer être moi, réalisateur, sur un autre bateau, les filmer depuis l'extérieur, où j'allais mettre ma caméra. Enfin, ça ne me paraissait pas du tout logique de placer le spectateur au milieu de la mer et de les filmer en train de partir sur leur barque. Donc pour moi, c'était logique que ce soit à eux de leur raconter leur histoire. Et aussi, au niveau du point de vue, je pense que moi, en tant que réalisateur, je n'avais pas le droit de parler pour eux. C'est-à-dire que je vis en France, dans une situation assez confortable par rapport à ce qu'ils vivent eux, et prendre la caméra et imposer mon point de vue de réalisateur, je m'en sentais pas le droit, en fait. Donc je préférais que ce soit eux qui racontent leur histoire, et c'est ce qui donne un peu l'authenticité du film, et la vérité, je trouve, c'est que c'est un de ces 5 personnages qui prend lui-même une caméra pour filmer les souvenirs de son pays. C'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, ça ne m'aurait rien amené ni au film, ni au propos, de moi prendre une caméra et le filmer en train d'aller dans la pizzeria où il a l'habitude d'aller, de le filmer avec ses potes. C'était complètement faux pour moi. C'était à lui de raconter son histoire. Oui, c'est très compliqué, en fait. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que pendant le tournage, ce qui a été compliqué, c'est de dire au cadreur de mal cadrer. C'est-à-dire que systématiquement, je ne sais pas, s'il devait descendre et faire un panoramique, il le faisait lentement, bien, proprement. Et en fait, c'est difficile de lui dire, mais non, tu as un petit caméscope et tu dois faire ça, parce que surtout, ce jeune Algérien qui n'a pas l'habitude de filmer, qui loue un caméscope, il fait semblant, il prétend que c'est pour le mariage de sa cousine, et en fait, il loue un caméscope pour filmer ses souvenirs.
en fait, il filme de façon totalement instinctive, c'est-à-dire que les images qu'il retient, la façon de cadrer, c'est purement instinctif. S'il a un copain qui parle à l'autre bout de la pièce, il est là, il filme, puis il va se tourner vers son copain. Un cadreur, il ne sait pas faire ça, en fait. Un cadreur, il va automatiquement faire quelque chose d'un peu plus précieux. Et donc ça, déjà, au travail, au tournage, ça a été un peu compliqué. Ce qui a été compliqué aussi, c'est qu'on a tourné avec une vraie caméra HD. Donc il y a des gros déplacements qui se font comme ça, alors qu'un caméscope, ça se tourne comme ça. Donc on a dû fausser tout ça avec des effets spéciaux derrière. On a passé 3 semaines à peu près en post-production uniquement sur les effets spéciaux, rajouter des bougies, rajouter des flous, travailler la qualité de l'image. Mais je ne voulais pas tourner avec un caméscope non plus parce que les images de nuit auraient été mauvaises, voire inutilisables. Et je voulais aussi à certains moments avoir des belles images. À un moment, il y a un plan sur la ville d'Oran, il y a un plan où il filme sa copine. Je voulais que ces images, elles soient belles en fait. Je voulais que le soleil rentre vraiment dans la caméra. Je voulais qu'on sente la chaleur de l'Algérie avant de partir, parce on est parti filmer à Oran 3 jours. Qu'on sente sur le bateau, qu'on puisse abîmer les images comme on voulait en fait. Et au niveau du son, c'est pareil en fait. On a utilisé un bateau uniquement pour le son, qui suivait la barque avec une technique assez nouvelle de micro HF, mais à distance, pour avoir un bon son en fait. Parce que je voulais vraiment choisir les répliques, je voulais abîmer, je voulais choisir ce que j'abîmais ou pas dans le... Donc tout est calculé en fait dans le film, en effet. Il y en a 2 qui sont vraiment professionnels, d'autres qui ont d'autres métiers à côté et qui essaient de devenir comédiens professionnels. Ce qui m'a frappé, c'est il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, et je les ai fait travailler avec une coach pour qu'ils aient tous l'accent algérien oranais spécifique, avec aussi des façons de parler, un peu un langage de la rue entre le français et l'arabe, mais qui soit vraiment spécifique à Oran et à la jeunesse algérienne d'aujourd'hui. Et ces comédiens, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le premier jour de tournage, ils se sont tout de suite soudés. Ils sont tout de suite sortis leur téléphone portable, ils se sont mis à écouter des musiques du bled, à chanter, à danser ensemble, mais le premier soir, quoi. C'était assez incroyable. Et après, quand ils étaient sur la barque, il fallait les calmer parce qu'ils se racontaient des blagues, ils rigolaient. Donc ils sont tout de suite entendus, et en fait, je pense qu'ils sont entendus autour de la thématique qui était forte et qu'ils connaissaient tous. Ils connaissent tous quelqu'un au bled qui a vécu ça ou qui connaît quelqu'un qui a vécu ça. En Algérie notamment, c'est un peu moins fort je pense en Tunisie ou au Maroc, mais quoique avec la révolution en Tunisie, il y a énormément de jeunes qui sont partis aussi. Mais en Algérie, c'est vraiment un phénomène qui est très très fort, les haragas, ceux qui partent comme ça sur des bateaux. Contrairement à ce qui s'est passé en Libye ou en Tunisie, c'est pas du tout la guerre ou la violence, c'est plutôt le manque total d'horizon. Ce qui se passe en Algérie, c'est que depuis que le pétrole est haut, il y a des milliards et des milliards qui sont engrangés. Et il y a quelque chose qui s'appelle la hogra en Algérie qui est très fort, c'est le mépris. Et c'est le mépris des classes dirigeantes envers ces jeunes-là, ils ne leur offrent aucun horizon, c'est-à-dire qu'ils construisent des universités avec 10 000, 15 000, 20 000 places, des universités gigantesques, et en fait, les jeunes vont jusqu'au bac, ils ont leur diplôme et tout ça, et après il n'y a rien, il n'y a aucun boulot, parce qu'en fait l'argent est vraiment accaparé par les classes dirigeantes, d'une part. D'autre part, dans la société, ils n'ont aucun, donc ils n'ont pas d'avenir professionnel, ils n'ont pas non plus ils n'ont rien pour se projeter dans l'avenir en fait. Et quand on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir de logement, par exemple. Si même ils ont une copine et qui peut devenir leur femme, ils n'auront pas de logement pour s'installer avec elle. Ils dorment chez leurs parents et ils retardent leur mariage, ils retardent l'installation avec la copine parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Enfin, c'est vraiment au niveau de la société, ils ne peuvent pas se projeter à 5 ou 10 ou 20 ans. C'est pas du tout comme en France où on se dit, tiens, on va faire telle étude, on va essayer de construire une carrière, on va essayer de se... C'est pas du tout possible de se projeter. Et quand on n'arrive pas à se projeter, quand on n'a pas d'avenir, c'est comme si on était mort en fait. Moi, je suis hyper frappé par des gens. Comment on peut quitter sa famille, son pays, comment on peut quitter sa culture et partir vers l'inconnu total et risquer la mort vers l'inconnu total. Ils sont pas tout à fait fins, ils sont pas complètement fous, ils sont pas naïfs, ils sont pas innocents à ce point-là, quoi. Ils savent qu'ils risquent leur vie, mais ils partent quand même et ils partent hyper heureux. Donc c'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils quittent leur vie, qu'ils ont vécu depuis 20, 25, 30 ans dans leur pays qu'ils connaissent, ils quittent leur famille, hyper heureux d'aller vers l'inconnu. Donc en fait, l'inconnu et le risque de mort est plus intéressant pour eux que de rester dans leur pays. On a beaucoup discuté de cette scène avec mon producteur qui n'était pas d'accord en fait, qui trouvait ça trop violent et qui trouvait ça décalé par rapport aux propos.
Pour lui, on devait rester sur ces humains, enfin ces êtres humains qui partent vers autre chose, qui partent vers le rêve et pas rentrer dans un aspect purement politique. Mais pour moi, il y a quelque chose de très politique dans le fait de brûler les papiers algériens. Je sais que mon père, quand il a vu ce film, ça a été très difficile pour lui cette scène. Parce que lui, il s'est battu à l'indépendance algérienne pour que l'Algérie soit indépendante, pour justement avoir ce papier. Et le fait qu'aujourd'hui, des jeunes brûlent leurs papiers algériens, c'est quelque chose de très très fort pour cette génération-là. C'est que vraiment, il y a un problème énorme. Quand on sait qu'il y a 1,5 million d'Algériens qui sont morts pour l'indépendance, et qu'aujourd'hui les jeunes brûlent leurs papiers en signe de rejet du pouvoir et en signe de rejet de ce pays, en disant « je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce pays », c'est que quelque chose de grave s'est passé en 50 ans, de très très grave. Et c'est aussi ça que je voulais dire en fait. C'est aussi ça que je voulais dire que 1,5 million de personnes qui ont perdu leur vie pour faire naître un pays et qu'aujourd'hui ce pays n'arrive pas à accueillir sa jeunesse, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui est grave. Et le symbole, c'est vrai que c'est aussi le symbole de la perte d'identité, c'est-à-dire qu'en quittant son pays, on perd son identité. Moi, je pense que ça a été aussi inspiré par mon père. Je pense qu'il y a vraiment, chez les immigrés, une perte d'identité très forte. Le fait qu'elle enlève le voile, pour moi, c'est... donc d'une part, dans le film, ça justifie parce qu'elle dit aux jeunes qui partent ben, « j'enlève le voile ». Donc je t'attendrai toujours. En fait, je deviens ta femme en enlevant le voile. Je te signifie que voilà, je serai toujours là pour toi, même si tu pars en France, que tu reviens en 10 ans, je serai toujours là. Donc c'est un geste d'amour qui ne peut pas être plus fort que ça. Et moi, j'ai voulu cette scène parce que j'ai beaucoup de mal avec l'arrivée du voile dans les pays musulmans, et notamment en Algérie et même en France. Je trouve que le voile, c'est une régression totale. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette volonté en France de dire mais les femmes sont libres de porter le voile si elles veulent le porter, laissons-les les porter. Je ne crois pas que ce soit une liberté, en fait. Je crois que c'est une fausse liberté. Je crois que c'est une excuse, le fait que les femmes soient plus libres. Je crois que c'est très dangereux comme retour que le port du voile est quelque chose de très dangereux, en fait. C'est un retour à une culture religieuse qu'on a mis longtemps à abandonner en France, que certains pays arabes, notamment en Tunisie, notamment en Turquie, avaient totalement abandonné et qui revient petit à petit, en fait. Je trouve que c'est une régression dans la société et j'ai voulu vraiment montrer que sans le voile et cette espèce de chevelure qui s'échappe, et c'est vraiment une liberté pour... D'un seul coup, on la sent beaucoup plus libre, on la sent plus belle, on la sent plus épanouie. Et vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'une femme voilée a plus de liberté qu'une femme qui n'a pas de voile. C'est une scène qui est venue tout à fait au hasard, en fait. En fait, je voulais qu'il filme la cité dans laquelle il vivait, pour montrer un peu l'état des cités, et j'ai demandé à la productrice sur place de nous amener dans une cité. Elle nous a amenés dans une belle cité, avec des fleurs, avec des bâtiments bien entretenus et tout, et en fait, je me suis rendu compte que c'était la cité des gendarmes. Et j'ai dit au repéreur qui tournait avec nous, qui était d'Oran, et je lui ai dit « mais ça, c'est pas une cité, quoi, mets-moi dans une vraie cité ». Et il a hésité, il a appelé la productrice, il a appelé machin, les flics qui nous encadraient, on s'est mis d'accord, et on est allé dans une vraie cité où habitait sa tante. Et en arrivant dans la cité, c'était frappant de vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens partout, et on est allé au bureau de tabac, un des comédiens est allé au bureau de tabac s'acheter des cigarettes, et la scène est venue à ce moment-là, en fait. Et j'ai revu, en allant au bureau de tabac avec lui, j'ai vu les caprices qui étaient les moments de mon enfance, et je me suis dit, tiens, il se fout de la gueule. Et c'est vraiment une scène qui est venue en improvisation sur le terrain, quoi, je pourrais dire. N'importe quel Algérien qui vit en France, de la première, deuxième, troisième génération d'immigrés, il connaît les caprices, en fait. C'est un truc, c'est rien, même les cigarettes riment, je veux dire, c'est une odeur, et c'est des petites traces comme ça qui rattachent au pays. Moi, je sais que quand mon père il rentre d'Algérie, parce que mes parents vivent à moitié en France, à moitié en Algérie maintenant, quand ils rentrent d'Algérie, leur valise, elle a l'odeur de l'Algérie. Je ne sais pas ce que c'est comme odeur, je ne sais pas qu'est-ce que ça contient, c'est de la poussière, c'est des odeurs, mais ça sent l'Algérie. Et en fait, c'est des petits détails en fait, qui, je trouve, marquent la mémoire d'un pays. Je les ai vus, en fait, Cloverfield, c'est ça qui m'a donné l'envie de tourner avec une vraie bonne caméra. Parce que Cloverfield, il y a un travail très intelligent de l'image. Après, le film, il est ce qu'il est, hein, je veux dire, au niveau du scénario. Mais il y a un travail très intelligent de l'image, avec des changements d'ambiance, avec le fait de tenir 1h30 avec un caméscope. En fait, tout est calculé, quoi. Même le son, il y a des moments qui sont silencieux, il y a des moments où on entend vraiment les voix et qui sont totalement faussés. Tout est faux, en fait.
dans la technique. Tout a été retravaillé après, et c'est ce qui m'a donné envie d'avoir un très bon son, une bonne image, et de retravailler après. C'est-à-dire de pouvoir maîtriser. Alors que Rec, je trouve ça beaucoup moins maîtrisé techniquement, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, je pense qu'ils ont fait ça comme ça, un peu rapidement, et puis ça a eu le succès que ça a eu. Mais c'est beaucoup moins maîtrisé techniquement. Beaucoup moins que ce film qui se passe dans la forêt, Blair Witch, que le projet Blair Witch. Ou pareil, c'était un truc d'instinct, mais qui est beaucoup plus maîtrisé techniquement. En fait, on a mis très longtemps à trouver une barque à Marseille. C'était très compliqué de trouver une barque, assez étonnamment. On a tout trouvé, les décors et tout ça, puis juste une barque, c'est très compliqué de trouver une barque. Et je me rappelle, on est allé dans un des petits ports de Marseille et on a demandé une barque à un groupe de vieux qui étaient là et on leur dit mais c'est pourquoi? C'est pour Plus belle la vie? On leur dit non, c'est pour faire un court-métrage sur 5 Algériens qui décident de traverser la mer et qui viennent en France. Et il y a un des gars qui nous a dit bah en fait nous on a la solution, s'il y a 5 Algériens sur une barque qui veulent venir en France, on enlève le bouchon et on est débarrassé. Et en fait, c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt à faire le film. C'est un peu dur parce qu'on a eu un très très bel accueil sinon à Marseille de plein de gens, même au niveau du tournage, ça s'est super bien passé. Mais j'avoue que cette première, je raconte ça comme anecdote parce que ça m'a vraiment... c'est aussi ça le film, quoi. C'est de dire les Algériens qui viennent, ou tous les immigrés qui viennent en France aujourd'hui, ils viennent pas pour l'aide sociale, ils viennent pas pour être assistés, ils viennent pas pour voler nos emplois, ils viennent pas pour voler nos femmes, ils viennent pas pour égorger nos fils dans nos campagnes. Ils viennent parce qu'ils ont des rêves, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, ils ont des rêves, et dans leur pays ne leur permet pas de réaliser ces rêves-là. Et c'est juste ça que je voulais montrer. C'est-à-dire que mon film, il n'est pas, je pense pas, moraliste ou quoi que ce soit. Il veut juste montrer que c'est des jeunes qui ont des rêves, en fait. Et peut-être que si ces vieux-là, dans leur port de Marseille, qui sont enfermés et qui voient tout le temps la même chose tous les jours, peut-être que s'ils voyaient le film, ils se diraient « Bah ouais, c'est vrai, c'est juste des jeunes, quoi ». Peut-être que s'ils voyaient justement la barque qui coule... comme des dizaines et des dizaines de barques qui ont coulé au large de Lampedusa, peut-être qu'ils iraient les sauver.